Hey, salut gang! Alors, 12e balado, parlons-en donc. Écoutez, je suis très content. Ce matin, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un chroniqueur à Cube Radio, chroniqueur aussi au 99,5, qui vient d'écrire un livre, Ne jamais se taire, mes échanges avec Gilles Proulx. Il va d'ailleurs nous expliquer c'est quoi ce livre-là et pourquoi il a fait ça. Récipiendaire de la bourse Louis Picler en 2019, maîtrise en histoire, doctorat en sociologie. Vous le connaissez, vous l'entendez à la radio. Indépendantiste convaincu. Je dirais très, très, très pertinent dans les médias, dans ses interventions. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai vu son spectacle. D'ailleurs, il a écrit un spectacle de théâtre dont on va parler pendant l'entretien. En tout cas, très content. On va parler de politique, on va parler d'indépendants, on va parler d'opinion. L'opinion, on a un petit doigt de tout dire, pas de dire, qu'est-ce qu'on peut dire. Bon, alors, ça va être très intéressant. Je peux vous le dire parce que, comme d'habitude, je l'ai déjà enregistré quand je fais mon intro. Alors, à tout de suite avec Rémi Villemure. Alors, Rémi, salut. Salut, Denis. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, très, très bien. Bon, juste un petit aparté pour ceux qui se demandent comment se fait là, que j'ai ce chandail-là. D'habitude, j'ai toujours mon veston de député. Là, c'est plus officiel. Aujourd'hui, j'avais envie de ne pas être officiel. Alors, c'est mon chandail de la Fondation Équipe Québec. Équipe Québec, c'est quoi? C'est une gang de fous, en fait, de fous du Québec, de fous du sport, qui militent pour que le Québec ait ses propres équipes dans les compétitions internationales de sport. Alors, on sait que le sport, c'est un générateur de fierté, c'est quelque chose d'important. Alors, on pourrait avoir nos propres équipes de hockey au championnat du monde. T'sais, si la Slovaquie est là, avec 8 millions d'habitants, il n'y a pas de raison que le Québec, avec 6 millions, nous qui avons pratiquement inventé le sport, qu'on n'ait pas nos propres équipes. Imaginez une finale du championnat du monde de hockey junior entre le Québec et le Canada. Ça serait vraiment fou raide. Alors, donc, si vous voulez les encourager, allez sur le site Internet Fondation Équipe Québec. Vous pouvez acheter le chandail. Regardez, j'ai même mon nom en arrière. Puis un numéro, je ne sais pas si on l'a vu, mais en tout cas, vous pouvez faire écrire ce que vous voulez sur le chandail. Il y en a différentes sortes, là. Amusez-vous. Fait que c'est très important ce qu'ils font. Fait que j'avais envie de les encourager ce matin. Rémi, salut. Salut, Denis. Content de te recevoir ici. Ben, c'est pareil. Bon, alors, c'est mon je sais pas comment, 15e balado. On essaie d'explorer différents thèmes reliés à la politique, en fait, à l'indépendance, à la survie du français, du Québec, ce qui se passe, l'actualité politique. Enfin, on essaie de faire de la pédagogie aussi, de parler de toutes sortes de sujets. Bon, toi, tu t'écris, en fait, tu fais plusieurs affaires. Tu écris un livre, d'ailleurs. Tu écrit un livre, je vais le montrer ici. Ne jamais se taire, échange avec Gilles Proulx, très intéressant. Je ne l'ai pas encore complètement fini, mais j'en ai lu des bons bouts, puis je peux vous dire que c'est très intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. En fait, on va avoir l'occasion d'en parler. Sautons donc tout de suite là-dedans, non? Bien sûr, oui. C'est quoi ce livre-là? Et pourquoi? Des échanges avec Gilles Proulx. Comment c'est venu l'idée? C'est une drôle d'histoire. En fait, Gilles Proulx a célébré ses 60 ans de carrière il y a 2 ans. Okay. Et il est allé accorder une entrevue. Il y avait une chronique à l'époque, tous les vendredis, chez Richard Martineau. Ouais. Puis, le jour de son 60e anniversaire de carrière, ils lui ont préparé à Cube une espèce d'hommage. Il y a plein de gens qui appelaient, il y a des gens très connus qui appelaient. Puis c'était des gens qui avaient tous à peu près ton âge en montant, ou peut-être 10 ans en arrière. Qu'est-ce que tu veux dire, mon âge? 40 ans à peu près, je pense. Oui, donc, 40 à 70 et peut-être 35 à 40. Hein? J'ai été bien élevé, moi. Hein? Donc, et Gilles Proulx était très content de recevoir autant d'hommages, mais il a dit à Richard Martineau, il n'y a pas de jeunes qui trippent sur ce que j'ai fait puis qui sont reconnaissants de ce que j'ai fait. Puis moi, j'écoutais cette chronique-là, puis je me disais, c'est pas vrai, ça. Moi, Gilles Proulx, j'ai grandi avec Gilles Proulx. C'est-à-dire, j'ai regardé plein de vidéos de Gilles Proulx, les vidéos controversées comme les vidéos plus inspirantes. Donc, j'ai écrit un texte dans le Journal de Montréal, une lettre ouverte en disant, c'est pas vrai. Il y a des jeunes qui ont une dette envers Gilles Proulx. Et il est entré en contact avec moi par la suite, et ça a mené à ce livre-là. On s'est assis 25 heures dans une taverne à Hochelaga-Maisonneuve. Oui, tu le racontes dans le livre. Il buvait du coke. Le choix de l'endroit est important. Il fallait une taverne, il fallait que ça ouvre à 8 heures le matin, puis que ça ferme à 3 heures le soir, parce que je connaissais pas son horaire, puis j'avais pas envie de gérer ça. Fait que ça a donné ce merveilleux livre-là. 25 heures d'entretien, on parle de tout là-dedans. On parle de politique, d'histoire, de l'actualité, du destin du Québec, mais on parle aussi des femmes, on parle d'art, on parle des médias. C'est une discussion très honnête, à peu près pas censurée. Non, pas du tout censurée. Tu peux pas te censurer avec Gilles Proulx. Puis les gens aiment beaucoup ce livre-là. On m'en parle tous les jours. C'est un genre de passage de flambeau, là, d'une certaine façon. Toi qui aujourd'hui fais un peu ce que Gilles Proulx faisait, tu fais de la chronique, t'es à la radio.
Tu vois, ça, c'est une très bonne question que tu poses parce qu'on me la pose. Puis tu ne l'as pas perçu comme ça. Ben, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, l'époque a changé. Est-ce qu'un Gilles Proulx aujourd'hui pourrait exister? Puis c'est à peu près ça le fil conducteur du livre. On se demande si effectivement il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui émerger dans le milieu des médias sans jamais se censurer. Puis moi, je pense que c'est possible, mais qu'il y a des risques qu'on court. Gilles Proulx, par exemple, il y a 20 ans, on la connaît, l'histoire. Là. Il a tenu des propos absolument abjects en lien avec une affaire de viol. Il y a eu des conséquences. Et 20 ans plus tard, il tient des propos qui sont un petit peu déplacés. Moi, j'appelle ça un petit peu déplacé à l'égard de Québec solidaire. Et ça se ramasse dans un commissariat de police. Alors qu'il y a 20 ans, il a perdu quelques contrats. On l'a suspendu. Et lui, parce qu'il avait l'impression que le diffuseur ne le défendait pas, c'est lui qui a décidé de démissionner. Okay. Et 20 ans plus tard, il dit Québec solidaire est un parti de... Et il se ramasse dans un commissariat de police avec une plainte de police. Donc, l'époque a changé. Ouais. C'est le discours public aujourd'hui, c'est plus fragile de se lancer là-dedans, mais ça prend du monde qui fonce pour les autres. Hein? C'est ton ami Pierre Falardeau, qui, moi, est une grande inspiration, qui disait on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Ouais, c'est dans mon bureau. Ouais. Je l'ai fait peindre, cette maxime-là de Pierre. Là. Quand tu rentres dans le bureau, tu ne peux pas la manquer. On va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. C'est exactement ça. Bon, donc, je voulais t'amener là. Tu sais, moi, je le vis en politique, là. Je peux te le dire que c'est pas facile de prendre la parole tout le temps. Tu sais, je veux dire, sur X notamment, qui est un réseau de plus en plus difficile, on va dire ça comme ça. Là. Même il y a 5 ans, c'était pas si difficile. Mais aujourd'hui, moi, sur X, je publie quelque chose d'assez anodin. Là. Avant, tu vas prendre des positions un peu. Mais là, j'en prends aussi. Tout le monde sait où je suis, là, je veux dire quand même. Je suis dans un parti indépendantiste, puis je suis indépendantiste, puis je suis là pour faire... D'ailleurs, la principale raison pour laquelle je fais de la politique, moi, c'est l'indépendance. Je veux dire, ça va régler une bonne partie de nos problèmes en ce moment. Des fois, je publie des photos là, très, très, très générales. J'étais à tel événement. Il y a 2 semaines, notamment, j'étais sur les États généraux sur l'itinérance à Québec. J'étais là. Parce que moi, c'est mon dossier, le logement, la solidarité sociale. J'ai passé 2 jours à Québec. J'ai rencontré tous les intervenants, tout ça. Des gens que je connais de toute façon. Je travaille avec eux. Je publie une belle photo anodine, là. Tu te fais crier des bêtises. Ouais, toi, tu regardes rien. Tu dis, OK, attends une minute, là, je peux juste de l'itinérance. Quoi, t'es pour ça, toi, les tentes dans les rues, tu sais, que c'est... Tu sais, ça devient... T'as l'impression que des fois, c'est même plus... L'opinion est tellement... les gens sont tellement désinhibés que ça n'a plus rapport avec la politique. Que c'est comme, OK, les gens se... Des fois, tu lis des trucs, là, tu te dis, OK, toi, tu t'es vraiment senti mieux quand tu t'es couché à soir après m'avoir écrit ça. Tu sais, c'est vraiment débile. Fait que toi qui fais de l'opinion, tu dois le vivre aussi. Là, moi, je le vis en politique. Toi, tu dois le vivre aussi. Quand tu fais une chronique un peu controversée ou tu mets une opinion un peu forte sur un sujet, tu dois te faire crier des bêtises sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Mais il y a comme 2 façons de lire cette situation-là. Tu peux, par exemple, décider, puis tu es impersonnel ici, là, mais quelqu'un peut décider de dire, regarde, c'est rendu une poubelle, les réseaux sociaux. Moi, j'embarque pas là-dedans. Puis on dirait même que c'est des trolls, que c'est des gens qui n'existent même pas, des espèces de robots qui me parlent. Puis tu regardes ça. Ce qui est vrai, je pense que ça existe. Ça existe, des fois. ce phénomène-là, effectivement. Mais moi, j'ai décidé de ne pas voir les choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que les gens sont en beau fusil en ce moment. Dans les sociétés occidentales, au Québec, par exemple, les gens ont une colère qui n'existait pas de cette façon-là, en tout cas il y a 10-15 ans. Je me rappelle d'une époque où on était capable de se parler. Donc, moi, je me dis, est-ce que je peux contribuer à essayer, par exemple, de changer un peu les choses? Les gens sont très, très, très critiques envers les institutions. Puis ça, toi, tu es d'un côté de l'institution, moi, je suis de l'autre côté. Moi, je suis dans les médias, toi, tu es dans l'appareil politique. Les gens, c'est assez vague, mais il y a de plus en plus de gens qui sont sceptiques, qui nous en veulent. Ils ont l'impression qu'on travaille main dans la main, qu'on travaille pour une espèce de force invisible. Puis, c'est faux, premièrement. OK? C'est faux. C'est faux. Sauf que les mépriser, les regarder de haut, c'est la pire des solutions. Ce n'est pas une solution, en fait. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à régler ça. Le truc, c'est, je pense, de comprendre d'où elle vient cette colère-là. Cette colère-là, elle vient... je pense, moi, dans les médias, je le sais, parce que je le dénonce avec Gilles Proulx dans le livre, elle vient d'un système médiatique qui est assez rigide, qui s'en va, qui tire plus d'un bord la couverte que de l'autre. D'un système médiatique rigide. Ah oui, ben écoute, je veux dire, c'est Quand tu parles de tirer à couverte, c'est de quel bord, là?
Ben, mettons, c'est pas mal du côté progressiste, OK. pas mal du côté de la gauche, OK. pas mal du côté... Il y a des mœurs, en fait. Il y a des choses que tu ne peux pas vraiment dire, ou en tout cas, si tu te prononces sur ces sujets-là, pense de cette façon-là, parce que sinon, c'est à tes risques et périls. Ouais. Moi, je suis convaincu de ça. T'sais. Donc, à ce moment, donc, si toi, tu décides de demeurer dans les médias et d'être sensible à ça, et de peut-être tirer la couverte de l'autre côté pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre, les gens vont être reconnaissants. Ça ne sera jamais suffisant pour un certain nombre de personnes, mais là, à un moment donné, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Puis ça dépasse la discussion qu'on est en train d'avoir. En amour non plus, tu ne peux pas satisfaire complètement quelqu'un. Écoute, c'est une autre discussion. Mais oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais mon point étant que je pense qu'il faut écouter ces gens-là. Puis en politique aussi, vous avez une responsabilité. Puis tu sais, Denis, je veux dire, ton discours là, sur la sauce à spaghetti de ta mère, tu te rappelles de ça? Oui. Ça, là, les gens, quand ils ont entendu ça, moi je sais, parce qu'il y a plein de gens qui m'en ont parlé, ils se sont dit « Hein, on n'entend pas ça en politique, quelqu'un qui parle de même, ça fait du bien. Tu sais, bon, tu t'entendais pas à ce que je t'envoie cette fleur-là. Non. Mais la voici quand même, reçois-la et accepte-la. Plante-la dans ton jardin. Oui. Non, mais c'est important de faire les choses différemment, ne serait-ce que pour donner un ton différent, pour donner une couleur différente, pour apporter quelque chose de neuf, parce qu'il y a des gens qui sont tannés de ce qui est plastique, puis prévisible, puis rigide. Voilà. OK. Donc, tu es en train de dire aussi que... j'ai aimé ce que tu as dit. Je vais revenir en arrière. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de raconter. Tu es en train de dire que quand tu prends la parole sur des sujets sensibles, c'est à tes risques et périls. Mm-hmm. OK. Bon, je sais que c'est un sujet qui est beaucoup dans l'air en ce moment. Je ne voulais pas y venir tout de suite, mais allons-y tout de suite. Le wokisme. Ouais, mettons. Ouais. Le wokisme. Bon, c'est un sujet dont on parle beaucoup. En ce moment, bon, il y a eu Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait une sortie récemment dans la foulée de l'affaire Boisy pour dénoncer le wokisme. Il l'expliquait bien. C'était un bon pédagogue, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il expliquait bien. Il était même là, tout le monde en parle pour expliquer tata, parler de comment la technique des woke, souvent, c'est d'accuser les autres, d'utiliser des mots qu'on ne devrait pas utiliser. Puis là, ils se font canceller, ils se font accuser. Là, tu n'as plus le droit de rien dire. Là, il y a eu des gens qui ont répondu à ça, à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que c'est Rue Bagazal, je ne sais pas trop qui. En tout cas, il y a eu comme une suite de gens qui se sont entre-accusés de s'accuser de comment je dirais ça? De jeter l'anathème sur l'autre. Des deux bords, on dirait que les gens se disent... OK, lui, il nous accuse les woke, mais il ne devrait pas parler, son discours n'a pas de bon sens à cause de ci, ça. Alors que ceux qui critiquent le wokisme, ils disent aux gens, eux, ils ne devraient pas parler parce qu'ils nous accusent de ne pas pouvoir parler. Ça devient très un dialogue de sourds aussi. À un moment donné, on se dit, on s'entre-accuse d'utiliser des discours qu'on ne devrait pas pouvoir utiliser. En tout cas, je ne sais pas trop, là. Ça devient un petit peu complexe à un moment donné. C'est comme si on voulait interdire certains discours. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut... et comment le dire? Ben, c'est parce que, écoute, concernant le wokisme, c'est que, à mon avis, là, le wokisme a réinstauré la question du bien dans le discours public. Très bon point, ça. C'est comme le retour de la morale. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'était débarrassé de l'Église, OK? Puis on s'était dit, on devient une société essentiellement politique, où des idéologies vont se confronter, mais c'est la raison qui l'emporte maintenant sur la morale. Et là, le wokisme, qui n'est pas la gauche, à mon avis, en passant, là, la gauche existe et le wokisme est une fraction de la gauche. Ça, c'est important de faire cette nuance-là, parce qu'il y a des gens qui se sentent accusés constamment d'être des woke parce qu'ils sont à gauche, comme il y a des gens qui sont à droite qui se font accuser d'être d'extrême droite. Honnêtement, là, je suis assez d'accord avec toi, c'est des deux côtés. OK? C'est un tort qui existe des deux côtés. Mais le wokisme, puisqu'on en parle, le wokisme, c'est le retour de la morale, c'est le retour du bien. Et c'est pour ça que je te dis que quand le wokisme prend de la place dans l'espace médiatique, c'est là que ça devient risqué de s'y opposer parce que tu t'opposes pas à une idéologie, tu t'opposes au bien. Tu sais, quand on dit l'inclusion, la diversité, tu dois être pour la diversité, toi. Moi, si tu me demandes ça, là, es-tu pour la diversité? Je vais te dire, la diversité de quoi? Oh, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. La réponse, c'est oui, Denis. La réponse, c'est oui. T'es pour la diversité, c'est tout. Tu vas dire que j'ai pas le droit de dire... Mais non, ça sert à quoi? Je fais pas juste me questionner là-dessus. Non, t'es-tu pour ou contre l'inclusion? Mais l'inclusion de quoi dans quoi? Parce que l'inclusion, par définition, c'est inclure quelque chose. Mais après, on n'a plus rien dit. Ouais. Mais l'inclusion, c'est devenu un slogan. C'est devenu une espèce de mot qui fait partie d'un lexique, le lexique du bien avec un grand B en plus de ça. Hein? C'est pas un petit peu prétentieux là, quand même. Là. C'est le bien avec un grand B. Donc, c'est le retour de la morale. Ouais. Et on pensait s'en être débarrassé pour des bonnes raisons, parce que ça nous avait honnêtement... Ça avait commencé un petit peu à nous faire chier, là, la morale. Okay? Puis ça nous empêchait de nous développer davantage.
Et donc, moi, je pense que c'est là que je dis que c'est à tes risques et périls. Parce que si. Mais là, je pense que c'est en train de changer quand même. Parce qu'il fut un temps où on était. Juste d'avoir un certain discours d'opposition par rapport à ça, c'était suspect. Et là, désormais, je pense qu'il se passe aussi quelque chose aux États-Unis. Il y a eu un mouvement de contestation, du wokisme également. On peut être pour ou contre Donald Trump, mais je pense que ça va aider la bataille contre le wokisme d'une certaine façon. Et là, maintenant, on dirait qu'on c'est rendu plus normal de demander des justifications. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu es pour ou contre la diversité, que je dis, mais la diversité de quoi, dans quel contexte, ça va passer. Ouais. Il y a 5 ans, ça passait pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu t'opposais à l'Église. Tu as raison, c'est comme le discours sur l'immigration. Puis je trouvais que, justement, j'ai réécouté l'entrevue que Paul Saint-Pierre et Plamondon ont faite à Tout le monde en parle, puis nous, on a été beaucoup critiques à Ottawa des seuils d'immigration de Justin Trudeau pour toutes sortes de raisons, que ça nuisait au service public et tout. Mais pendant un bout, on n'avait pas le droit de parler de ça. T'sais. Puis encore, c'est difficile. Tu nommes immigration, c'est comme si tu étais tagué raciste, juste le fait de nommer l'affaire. Alors que maintenant, pas à cause de nous, pas à cause des indépendantistes qui avons commencé à planter ce clou-là il y a quelques années, beaucoup à cause des grandes banques qui ont commencé à parler du piège démographique. Je ne sais pas si c'est la Banque Royale ou la Banque nationale, il y a un an ou deux qui La Banque nationale. La Banque nationale. Le piège démographique. En disant essentiellement, le message qu'on envoyait aux politiciens, à Trudeau, c'est de dire, écoutez, on n'a juste plus les moyens. OK? Au niveau des services publics, la balance des gens, ça ne marche plus. Fait que là, évidemment, Trudeau est plus sensible à écouter la Banque nationale qu'à écouter ce que les indépendantistes peuvent bien dire par rapport à ça. T'sais. Même si on n'était pas les seuls à lever le flag par rapport à ça. Mais on dirait que ça, moi, je sens que ce discours-là est maintenant accepté dans l'espace public. De dire, OK, on peut parler des seuils d'immigration. OK, on peut en parler. Puis il a fallu que cette bataille-là soit menée. Puis pendant qu'elle a été menée, justement, il y a un paquet de gens qui nous ont dit, qui nous ont pointé du doigt, qui ont pointé du doigt les gens qui osaient avoir ce discours-là. On disait, vous êtes des racistes, Non, mais non, on parle pas des immigrants, on parle de l'immigration, des seuils d'immigration. Mais c'est que c'était pas un sujet politique. C'était un sujet propre à la morale. C'est-à-dire, l'immigration, c'était pas un sujet politique. Et moi, j'aimais rappeler aux gens qu'il y a un ministère de l'immigration, comme il y a un ministère des Transports, comme il y a un ministère de la Culture. Oui. C'est-à-dire que ce sont des questions qui sont politiques, puisqu'elles sont propres, elles sont traitées par des ministères. Il y a des ministres de ça. Oui. Donc, ce sont des questions politiques. Mais si tu parlais d'immigration au Canada il y a 5-6 ans, si tu disais, je pense qu'il faudrait peut-être baisser les seuils, tu te faisais dire, mais franchement, donc, mais le Canada est un pays d'immigration. Je veux dire, on peut accueillir tout le monde. Tu quoi, t'es fermé? Mais non, en fait, je vous parle juste... Alors que ça, c'était une idéologie. De dire ça, de dire ce que tu viens de dire. Exactement. De dire que le Canada est un pays d'immigration pour accueillir tout le monde. Oui, bien sûr qu'on est un pays riche, mais je veux dire, c'est pas illimité. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Puis tu as raison, c'est les banques. C'est comme si le fait que le Bloc en parlait, c'était pas suffisant. En fait, ça faisait pas de ça un sujet politique. Il fallait vraiment qu'une banque arrive et dise, regardez, je vous le dis, là, c'est une très... Puis c'est la banque... C'est vraiment l'institution la plus suprême. C'est-à-dire que quand une banque parle, on peut en parler pour ou contre, mais quand une banque parle, tu fermes. Ce qui est un peu triste. C'est un peu triste, là, soyons clairs. T'écoutes la banque. Oui, mais c'est un peu triste que ce soit la banque qu'il fallait attendre les banques, en tout cas, ou les grandes institutions comme ça. On est d'accord. On est d'accord. Bon, toi, tu es indépendantiste? Tout à fait. Bon, alors... Allons-y. Comment tu fais pour pas que ton jupon dépasse, mettons? Tu sais, t'es dans l'opinion, t'es dans l'industrie de l'opinion, tu fais de l'opinion, en fait. Mm-hmm. Tu me disais que, vous êtes pas... T'essaies de pas toujours être politique ou dans l'actualité du jour, mais des fois, t'as pas le choix. Ouais. Des fois, t'as pas le choix de parler de ce qui se passe. Comment tu fais pour critiquer les indépendantistes? Un bon matin, mettons, tu trouves que, pour toutes sortes de raisons, les indépendantistes, ce matin-là, ils ont fait une niaiserie, puis on n'est pas, comment je dirais ça, on n'est pas, on en fait, on est des humains, on peut se tromper des fois, tu sais, bon. Alors, puis des fois, on se fait blaster, tu sais, par l'opinion. Mais comment tu fais en ton âme et conscience pour dire, c'est gênant? Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est parce que je suis un indépendantiste. OK. C'est-à-dire que moi, mon objectif dans la vie, c'est que le Québec devienne indépendant. Ouais. Donc, si les indépendantistes sont à côté de la traque, c'est pas une question de jupon, pas jupon, là. Oui, mais la contre-question, c'est si tu plantes un matin, mettons le PQ, sur une affaire qu'ils ont dit ou qu'ils ont faite,
Les gens qui t'écoutent, ils vont dire, ah ben, on votera plus PQ. Et le gars, Villemeux, il a dit que c'était des pas bons. On votera plus pour eux autres. Comment ça marche, là? C'est une très bonne question que tu poses, mais je veux dire, tu sais, je pense Tu le vois pas comme ça. Toi, tu le vois comme, OK, je les aide à être meilleurs. Mais tu sais, je suis pas un analyste politique, moi. C'est-à-dire que je suis pas... moi, tu me verras pas au mordu, là, à Radio-Canada. Moi, je suis un commentateur de la vie sociale au Québec, de la vie culturelle, et je suis un indépendantiste. Et si le Parti québécois fait une bêtise, de toute façon, je veux dire, j'ai pas ma carte du Parti québécois, je le dis là ouvertement, là, puis c'est pas parce que je crois pas en ce parti-là, mais c'est parce que ça, c'est ma façon de ne pas faire en sorte que mon jupon dépasse. Mais si le Parti québécois nous éloigne de la cause indépendantiste, je vais me faire, non pas un malin plaisir, mais je vais remplir mon devoir, puis je vais les critiquer, puis si ça leur fait perdre des votes, bien, ça sera ça. Mais moi, ce qui gouverne ma vie, c'est la question de l'indépendance. Donc, si, mettons, il se prononce bizarrement sur un truc de garderie à 5 $ ou de boîte à lunch, moi, je veux dire, c'est pas un sujet que j'aborde au quotidien. Il se trouve que c'est ça. T'as pas d'enfant? Pas encore. OK. Non, pas encore. Mais c'est un rêve d'en avoir. OK. Beaucoup, d'ailleurs. OK. Mais c'est sûr que c'est une question intéressante que tu poses, mais je veux dire, moi, je suis dans l'idée que l'important, c'est que l'indépendance se fasse. Ouais. Puis le jour où on va me dire dans les médias que, écoute, mon jupon dépasse, je vais me battre parce que moi, je trouve que dans bien d'autres médias, le jupon de à peu près tout le monde dépasse aussi. C'est drôle parce qu'un indépendantiste, c'est louche, mais un fédéraliste, ça, il n'y a pas de problème, ça. Ça, c'est... Même si c'est un fédéraliste fort, là, on va dire, ben, c'est parce que c'est le statu quo. Donc, en fait, il est pour le statu quo. Donc, le statu quo, il n'y a rien de suspect là-dedans. Il est pour une plaine qui se dessine comme ça, de façon prévisible au loin. Puis moi, je dis non, il faudrait faire planter une montagne là-bas au bout. Donc, non, pour moi, c'est une option politique comme l'autre. Ça se vaut. Donc, moi, je me battrais là, pour ça. Là. Si on me disait, tu vas perdre ta job parce que ton jupon dépasse, hey, essayez-vous pas. Là. Toi, t'es jeune. Oui. T'as quel âge? 30. T'as 30. T'es vraiment jeune. C'est chez les jeunes que l'appui à l'indépendance est le moins haut. Ça ne m'inquiète pas du tout. 18-35. Écoute, on comprend pas trop pourquoi. On comprend. Enfin, mais ce qui est un fait, c'est que, mettons, il y a 50 ans, c'est chez les jeunes que l'appui à l'indépendance était le plus fort. Mettons, dans les années 70-80, c'est là qu'on trouvait le plus d'appui à l'indépendance. Aujourd'hui, ça s'est renversé. Les jeunes de 1970 sont encore indépendantistes, enfin, en grande partie. Les 55 ans et plus, ou les 50 ans et plus. Mais chez les 18-35, on ne sait pas trop pourquoi. Comment t'expliques ça, toi? Puis autour de toi, tu constates-tu ça? Puis, à ton avis, comment ça se fait? Écoute, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je t'inquiète pas. Ah non, pas du tout. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Premièrement, là, ce problème-là, c'est à peu près le même que celui du taux en général en faveur de l'indépendance, qui est plutôt bas en ce moment, qui est à 35 à peu près. 35, quoi. Puis les gens se disent, hey boy, on est quand même loin de 51. Mais on était à combien? T'étais bien en vie, toi, en 94? On était à combien? 38, 39. Ah, puis on s'est rendu à combien? Ah, bon. Ça, je veux juste te le dire, parce que pour ceux qui ne savent pas, là, mais toi, j'imagine que tu le sais, cette anecdote-là, Rémi, mais Falardeau, pas Falardeau, Parizeau s'était fait élire en 94 en disant, moi, je fais un référendum dans un premier mandat, même dans un an, je pense qu'il avait dit. Et dans un an d'un premier mandat, donc en 95, fin 95, il lance le processus. Et l'option était autour de 38, là, je pense, là, mes souvenirs dans les sondages. Et Bernard Landry était allé voir Parizeau pour lui dire Jacques, gars, ça n'a pas de sens, il faut que tu recules. Prenons un recul un an. Parizeau fait non, on y va, paf, paf, paf. Puis tu as raison de le mentionner, on est passé à une couille. En fait, on a gagné, mais on se l'est fait voler. Bon, ça, c'est un Mais c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est que... On l'a réussi à le monter pendant la campagne de 10 points, en fait. Beaucoup avec l'arrivée de Lucien Bouchard, tout ça, il n'y a pas de circonstances, mais une campagne référendaire, ça reste une campagne. Les aiguilles bougent. Voilà. Quand on va se mettre à parler juste de ça, il y a un paquet de gens qui vont comprendre, moi, je pense. Fait que, moi, ça me fait pas peur, ça, effectivement. Moi non plus, ça me fait pas peur. Puis je pense que c'est à peu près le même phénomène avec les jeunes. C'est-à-dire que, oui, on parlera là après de pourquoi les jeunes étaient plus derrière le projet avant, puis là, maintenant, c'est eux qu'il faut aller chercher. Mais les jeunes vont s'intéresser à cette question-là
ou même changer d'avis lorsque ça va devenir le sujet. Tu sais, c'est quoi qu'on dit des jeunes aujourd'hui? On dit ils aiment ce qui est viral. Tu sais, ils sont sur les réseaux sociaux. Ah, c'est une tendance virale. T'as-tu vu ça, cette affaire-là? Ben, il faut que l'indépendance devienne cette tendance-là. Ben oui. Alors que là, c'est juste un sujet qui rôde un peu. Ah, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit dans un premier mandat, c'est dans 2 ans, donc plus 1 an pour qu'il installe son gouvernement. C'est dans 3 ans. Oublie ça là, avec les jeunes de 3 ans. Là. C'est quand on va être rendu dedans qu'ils vont prendre position. Okay. Et moi, je pense... Ah oui, je comprends. Ben, moi, je pense que c'est ça. Ils sont dans l'instant. Alors, en ce moment, c'est même pas un projet qui est dans l'air. Le rapport au temps long... Tant que ça ne soit pas concret en face des autres, genre... C'est ça. Le rapport au temps long a changé. Les jeunes de mon âge aujourd'hui sont plus dans l'immédiat, sont plus dans le court terme. Ils se projettent moins qu'avant dans le long terme. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on fait moins d'enfants. Bon, il y a plein d'affaires de même comme ça. C'est qu'on est plus dans l'immédiat. Donc, moi, je sais que quand ça va devenir le sujet, ils vont être au rendez-vous. Et ça va être la première campagne référendaire avec les réseaux sociaux. Ça, c'est une grosse affaire, ça aussi. Là. Il faut y penser, ça. Puis, moi, je pense que les jeunes vont être derrière le projet parce qu'on parle de créer un nouveau pays. C'est un pays neuf. On ne peut pas imaginer que ce projet-là ne soit pas pour les jeunes. C'est exactement pour les jeunes. Même si, effectivement, il y a les baby-boomers qui vont dire « Enfin, c'est la seule affaire qu'on a ratée, nous autres, c'est ça. On va tout donner. » Eux autres, ils vont être là par orgueil. Ils vont être là par orgueil. C'est la seule affaire qu'on a ratée. J'aime beaucoup ça. Ouais, parce que c'est quand même la génération la plus bénie de l'histoire. Oui, quand même. On est d'accord? Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas un baby-boomer. Oh non, mais écoute... Je suis limite, là, mais je ne suis pas un baby-boomer. Ils s'en veulent, je pense, de ne pas avoir pris la rue le 31 octobre 95. Hein? Moi, je me rappelle, j'ai vu il y a quelques années, ça m'a marqué. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a fait comprendre le Québec. Il y en a qui lisent tout Fernand Dumont. Là. Moi, j'ai vu le téléjournal du lendemain du référendum. C'était disponible sur YouTube. Je pense que c'était comme le téléjournal du 31 octobre 95. Puis tu as le présentateur qui dit « Bonjour, alors hier, on a perdu, le camp souverainiste a perdu. » Et là, en arrière de lui, tu as le pont Jacques-Cartier. Tout le monde est dans son char, cordé comme des fourmis, en allant travailler. Et il dit « Aucun incident n'est à déclarer, aucune vitre brisée, tout ça. On va recevoir dans quelques instants une nutritionniste, parce que ce soir, c'est l'Halloween. Alors, on regarde ce que vous mettez dans les bonbons, tout ça. » Là, tu te dis « Mais quelle société de bizarre réagit comme ça à un vol? » Parce que notre premier ministre l'avait dit qu'on s'était fait voler. Ouais. Il l'avait dit. C'est pas des années plus tard qu'on s'en est rendu compte. Là. Les années plus tard, on a eu les preuves. Mais ce soir-là, il nous l'a dit. Vous vous êtes fait voler, là. On a perdu à cause de quoi? Puis la prochaine fois, on va faire ça. Puis, tu sais, hein? Puis le lendemain, on est allé travailler. Fait que tu as une génération de gens, je pense, qui s'en veulent quand même le lendemain de ne pas avoir... Je te parle pas de prendre les armes, là, mais je te dis de choquer un petit peu, là, puis de poser des questions rapidement, puis de contester certaines pratiques. Et ces gens-là, je pense que la prochaine fois, là, ils vont aller voter. Tu penses qu'ils vont se mobiliser? Ils vont se mobiliser. Puis ça va prendre les jeunes, mais les jeunes seront au rendez-vous si on leur parle d'un projet neuf, si on leur parle de l'assurance de persister dans l'histoire et de durer et d'exister enfin. Ils seront au rendez-vous. Même les jeunes là, qu'on peut penser qu'ils sont mondialistes et qui sont dans ce genre de trip-là, même woke, là, si on parlait du wokisme tout à l'heure, on a l'impression que les jeunes sont plus dans cette mouvance-là, que oui, les nations, les frontières, non, on est mondial. Peut-être pas, Denis. Peut-être pas. Puis, je pense que le grand danger, moi, c'est ce qui, des fois, il me fait peur, puis peut-être qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, toi puis moi, mais il y a comme ça prend beaucoup de tact dans l'édification d'un discours indépendantiste qui est pluraliste. Il faut, oui, évidemment, parler à tout le monde, mais il y a quand même un danger à parler à tout le monde quand c'est pas tout le monde qui peut se parler, puis que si tu décides d'inviter à la table des gens qui font en sorte qu'il y en ait qui ont envie de partir, il faut que tu calcules à la fin de la journée, il y a combien de gens qui sont autour de la table. Je suis pas sûr de comprendre. C'est-à-dire que, tu me dis, par exemple, est-ce que les jeunes plus woke, mondialistes, altermondialistes, qui sont plus américanisés, ils vont vouloir voter pour l'indépendance? Moi, je te dis, peut-être pas. Le danger, c'est de vouloir leur présenter un projet qui fait leur affaire puis qui fait en sorte que les jeunes qui sont plus enracinés, eux, ils disent, ben non, mais là, ça me ressemble même plus, ça. Fait que, il faut que tu te dises qui est mobilisable, OK? Et qui va se déplacer le jour du vote, OK? Si c'est les jeunes qui sont plus enracinés, les jeunes plutôt des régions, par exemple, et qu'eux autres, t'aimerais ça les avoir à table, les jeunes plus mondialistes, mais que si tu les invites, eux autres, ils s'en vont, hey, tu sais, peut-être que sans les exclure, il faut quand même que tu te concentres sur eux. Puis ça, c'est aussi une question qui est, je pense, relative à la question aussi de l'immigration. Tu sais, quand on dit il faut que tous les immigrants votent pour l'indépendance du Québec, il faut qu'on aille chercher tout le monde, tout le monde, le Québec, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord en théorie. Je suis d'accord. Sauf que si tu veux inviter tout le monde, puis ça fait en sorte que les gens qui sont plus dans un discours conservateur, puis c'est eux qui vont voter pour l'indépendance en majorité,
ça leur donne le goût de partir. Moi, je veux gagner. Tu comprends? Je veux gagner, moi. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Il va falloir que... Tu sais, comme... justement, là, je reviens à cette entrevue-là. Je sais pas pourquoi, là, je l'ai réécouté en fin de semaine. Paul Saint-Pierre Plamondon s'est fait poser par MC Gilles sur l'affaire Boisy. Il dit, OK, t'es pas d'accord avec lui, mais demain matin, il y a un référendum. Boisy, théoriquement, il est dans le camp du oui. Il est à côté de toi sur la scène. Théoriquement, oui. Ben oui, théoriquement. Ben oui. En fait, on compte sur Boisy et la gang de Québec solidaire pour aller chercher une gang. Puis nous autres, on ira chercher l'autre gang. Enfin, je sais pas trop, mais il va falloir mobiliser tout le monde. Il va falloir que tout le monde soit ensemble pour essayer d'aller chercher son monde à lui, avec ses outils à lui. C'est sûr que, bon, le projet de Québec solidaire, enfin, disons-le, moi c'est sûr que c'est pas d'hier que c'est dans l'air. Il y en a qui disent ça nous prend un Québec à gauche, sinon j'embarque pas. Ben non, ça marche pas de même. Puis Falardeau, il dénonçait ce discours-là en disant que toi, t'es mieux donc endurer le fédéralisme de Trudeau si t'as pas ton pays rêvé. T'es mieux endurer ce qui se passe en ce moment à Ottawa, le vol, notre argent, l'investissement dans le pétrole, le français qui est en train de disparaître. T'es mieux ça que un Québec qui se donnerait la chance d'être lui-même, quitte à ce qu'il y ait des gouvernements de droite à un moment donné. C'est ça, la liberté. Tu sais, moi, je ne peux pas penser pour mon fils ou mon petit-fils qui, dans 50 ans... Moi, je suis un gars de gauche, mais si, dans 50 ans, le Québec a envie de se donner des gouvernements de droite, bien, ça sera sa prérogative à lui, mon fils puis sa gang, tu sais. Alors, Falardeau disait toujours, il disait... votons le pays, donnons-nous le pays, puis on l'habillera comme on voudra après. Donnons-nous les outils, puis après ça, on s'en servira de la façon qui sera cohérente au moment que ça arrivera. Là, le problème avec la gauche solidaire, c'est de dire, OK, en plus, j'ai toujours trouvé que c'était contre-productif, parce que dire barrer le pays à gauche, tu te donnes 1 million de raisons justement que ceux qui ne le seraient pas diront, ben non, mais moi, je ne vais pas voter pour ça. T'sais, eux, ils ont plus de raisons de ne pas voter pour ça parce que c'est un projet qui ne leur ressemble pas. Donnons-nous la possibilité que le pays soit tel que les générations futures voudront bien le faire. À mon avis, c'est ça. Ouais. Pour ça, il faut que ce soit, la question soit neutre. Genre, on fait un pays? Oui, OK. Là, la question, ce qu'on fera dedans, à mon avis, c'est ça que ça va venir après. Puis il n'y a pas de raison que le Québec reste, puis ça, les gens, ils l'oublient souvent, hein, le Québec reste déjà, dans le Canada, la province la plus progressiste au pays. Alors, sur plein d'enjeux, tu sais. Nous, je le dis souvent, à Ottawa, là, on passe notre vie à se battre pour des combats que le Québec a gagnés depuis longtemps. L'année passée, on a voté une loi anti-SCAB au fédéral. Ça fait 50 ans que c'est voté au Québec. Ils ont voté un plan national de garderie. Ça fait 25 ans qu'on a voté ça au Québec. C'est pas Marois. C'est réglé, une affaire qu'on a réglé. C'est pourquoi le Québec a le plus haut taux de femmes au travail. Dans tout le Canada, c'est nous. Le plus bas taux de pauvreté infantile. Tout ça à cause des garderies. C'est des problèmes qu'on a réglés. Nous, on serait prêts, l'aide médicale à mourir, pour les demandes anticipées, pour que les gens puissent faire, une fois ils ont toute leur tête, qu'ils puissent faire une demande pour dire, quand je vais être sénile puis que j'aurai plus toute ma tête, tu peux peser sur le bouton. On est prêt, le Québec est prêt à aller vers ces affaires-là. Le Canada fait, non, il faut réfléchir. On serait prêt à aller de l'avant dans le virage vert par rapport à l'environnement. Hey, 50 milliards que le fédéral a envoyé à l'industrie pétrolière en 2022. 50 milliards de tes taxes, de mes taxes, de tous les gens qui nous écoutent. 50 milliards. On n'a pas construit des logements sociaux avec ça. On n'a pas investi dans l'éolien, dans des projets verts. On n'a pas fait ça. On traîne le Canada comme un boulet. Alors, moi, je te fais confiance à cet esprit-là qui est déjà là. Je comprends. Qui est déjà là, OK? Puis qui ne peut pas voir le jour complètement parce qu'on est dans le Canada. Moi, je fais confiance aux Québécois du futur pour continuer sur cette lancée, en fait. Oui. Alors, donnons-nous la chance. Barrons pas le pays à gauche, bien que je sois de gauche. Moi, je pense qu'il faut donner la liberté à nos enfants, aux petits-enfants, de faire avec le pays qu'on leur donnera ce qu'ils voudront. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que est-ce que c'est assez, ce que tu viens de me décrire, là, qu'il y a une société qui est social-démocrate, qui l'a démontré, pas juste dans les 5 dernières années, mais depuis au moins 60 ans. Est-ce que ça, c'est assez pour un certain nombre d'indépendantistes qui sont quand même capables de dire que la société québécoise est une société de droite? Moi, c'est correct que ça existe, ce discours-là. Puis moi, je suis prêt à m'asseoir avec ces gens-là, mais moi, je te dis, je veux gagner.
Fait que si je veux gagner, OK, il faut que je calcule ce que ça me coûte de m'asseoir avec des gens qui ne veulent rien savoir de moi. Puis je te rappelle quand même que Ruba Gazal a déjà dit qu'elle méprisait le discours nationaliste identitaire. Du mépris. Donc, du mépris, là, c'est difficile à défaire. OK? Non, mais moi, si on me méprise, me méprise je sais. et qu'on me dit tu veux pas que je vienne m'asseoir à ta table, je dis écoute, viens t'asseoir. Et tu me dois quelques explications. Mais c'est juste que c'est des fois, si on pose la question à des nationalistes plus de droite, parce que c'est eux qui se dirigent vers le pouvoir en 2026, allez-vous vous asseoir avec eux? Puis c'est drôle que la question nous soit posée à nous, parce que oui, on va s'asseoir avec eux, mais c'est juste, la question, moi, je la renverrais. Il y a du monde qui nous ont dit qu'ils nous méprisaient, puis qu'ils votaient pas pour nous au fédéral, puis, mais bon, c'est correct, on va répondre à la question. On est parlable. Puis moi, je veux gagner. Je trouve que c'est un discours, c'est Parizeau qui disait... Hein, on est capable, qui a écrit sur sa tombe, n'ayez pas peur, un discours de force. Puis quand on veut gagner, on est prêt à tout, même à piler sur son orgueil, alors qu'on nous soupçonne d'en avoir trop, d'en avoir exagérément. On va y arriver, OK? On va y arriver, mais gagner, ça veut dire faire des choix difficiles, des fois. Fait que ça veut dire, des fois, dans la stratégie, non pas laisser du monde en arrière, mais déterminer quand même que si tu veux ce monde-là, qui est une base solide, puis que, il faut protéger ça. Puis si c'est bien trop compliqué d'aller là, tu sais, l'évêque, t'es allé voir les grands mots, les grands discours. Oui. La pièce de théâtre. Oui. Tu te rappelles le discours de René Lévesque? D'ailleurs, aparté, je veux dire, moi, c'est un show qui m'a fait vraiment triper, là. Bravo. Là. C'est gentil. Explique-les donc, voir c'est quoi, parce que en fait, on a rassemblé... faire des reprises. Là, tout à fait. En fait, ça joue encore en ce moment, ça joue jusqu'en mai, on s'en va en France. Oui, je sais. Donc, en fait, c'est des grands discours dans l'histoire. Donc, on a pris des femmes, des hommes, des discours du 18e siècle, des discours récents. On s'en va dans tous les sens. Puis, à un moment donné, il y a un discours de René Lévesque. Que j'ai juste pour dire, je l'ai vu, c'est un spectacle extraordinaire. Si vous le voyez à l'affiche chez vous, faites-vous une tournée encore au Québec? Oui, on se promène un peu partout. OK. Garochez-vous, ça vaut vraiment la peine. Moi, je vais retourner le voir. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Non, sérieux, j'ai trouvé ça. T'es fait, je t'invite. On ira le voir ensemble si tu veux. Puis, parce que moi, je veux le revoir. Puis il y a un discours, moi, que j'écoute à chaque fois que je vais voir la présentation de René Lévesque. C'est pas parce qu'on met le discours, évidemment, de défaite du référendum de mai 1980, mais un discours 10 ans auparavant. Okay. En 1970, discours électoral. René Lévesque est alors chef du PQ, non élu, parce que ça va y prendre 3 élections se faire élire. Oui. Et il parle à des militants. Puis il leur dit ceci. Il leur dit, vous savez, on parle beaucoup de la possibilité d'inclure les immigrants dans le projet d'indépendance du Québec. Puis il dit oui, il nous les faut. En 1970, on se pose encore ces questions-là aujourd'hui. Puis il dit mais, et là tu dis René Lévesque, tu sais que René Lévesque est le grand personnage intouchable, personne n'ose s'attaquer à lui. Et là il dit mais quoi? Il dit mais, soyons réalistes, le respect des communautés immigrantes va venir après l'indépendance. Parce qu'il dit, il nous regarde aller, là, puis il nous trouve mous. Ils nous disent, ça, ils défendent peu le français, ils se donnent pas de pays, ils sont indécis, ils se disent non. Parce que, bon, il n'y avait pas encore eu de référendum, sauf que à chaque fois qu'on voulait des réformes constitutionnelles, même nous, à l'intérieur de notre population, il y avait quand même une gang qui disait, allons pas là. Puis il dit, le jour où on va être dans notre pays comme un homme est dans sa maison, c'est son expression, il dit, ces gens-là auront aucune difficulté à nous respecter. Et nous non plus, nous n'aurons aucune difficulté à les respecter. Ils seront québécois comme nous le sommes. Et ce discours-là, je trouve qu'il a bien vieilli. Parce que, soyons réalistes, moi, je parle souvent à des gens issus des communautés culturelles, puis sais-tu quoi? Avec tout le respect du monde, ils me disent, vous êtes mou. C'est un discours un peu de loser. Vous n'êtes pas assez affirmatif, vous n'êtes pas assez viril. Allez-y. Puis peut-être qu'on va voter contre, mais quand vous allez avoir dit oui, on va embarquer dans le bateau. Fait que c'est bizarre à dire, mais c'est des gens souvent qui proviennent de pays plutôt autoritaires, où ils se font dire, tu marches de même. Fait que ça ne les quitte pas totalement, ça. T'sais, ils arrivent ici avec des relents de ça, puis ils aimeraient ça, un mouvement indépendantiste affirmatif. Pas un mouvement indépendantiste liberticide, un mouvement indépendantiste qui dit, on va y aller, OK, pour le nous québécois, qui est un peu un nous difficile à définir. Est-ce qui on embarque là-dedans? Moi, je suis de l'école Falardeau. Tu te dis québécois? T'es québécois. OK? Clairement. Parce qu'il y a des Québécois, puis je trouve ça merveilleux comme formule, il dit, il y a des Québécois, toute leur vie, dans leur tête, sont à New York. Hein? C'est des Québécois.
Ils sont nés ici, ils sont Canadiens-Français. Mais c'est pas des Québécois, finalement, parce qu'eux autres même, ils se présentent pas comme Québécois. Si tu me dis que t'es Québécois, t'es un Québécois, t'es mon frère. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, OK, le nous Québécois, finalement, c'est très, très simple à définir. C'est très simple. Mais c'est très simple. Sur la question, t'es Québécois, tu l'es. Voilà. T'es Québécois, tu l'es. Ben oui. Hey, on dit, la porte est ouverte, là. OK? On dit non à personne. Tu te dis Québécois, t'es Québécois. Voilà. Parce qu'en plus, il y a une implication derrière ça. Les gens qui disent « je suis Québécois », ils disent pas juste ça pour qu'on dise « c'est pas un jeu facile de même ». C'est que quand tu te dis Québécois, tu sais ce que ça implique. C'est la défense du français, c'est la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est toutes sortes d'acquis et de combats qu'on a menés historiquement. Mais donc, moi, je pense que je rêverais du jour où, en regardant les résultats, en les étudiant au lendemain d'un référendum gagnant, je me rende compte que les gens issus des communautés ethnoculturelles ont voté majoritairement pour l'indépendance. J'aimerais bien ça. Mais si ça n'arrive pas et qu'on a gagné, je ne suis pas inquiet parce que ces gens-là vont embarquer avec nous après. Non, ça, c'est sûr. Mais bon, moi je suis de l'école un peu... moi, je fais beaucoup de travail à Longueuil auprès des communautés culturelles. J'ai même engagé quelqu'un dans mon bureau qui travaille ces enjeux-là d'intégration, de contact avec les communautés pour essayer d'expliquer le projet. J'organise même. Puis je suis pas le seul au Bloc, on le fait. Là. Il y a beaucoup de députés qui le font. Mais chez nous, moi, c'est des grosses cérémonies parce qu'il y a beaucoup d'immigration à Longueuil. C'est juste l'année passée, là, il y a eu juste dans Longueuil-Saint-Hubert, là, dans ma partie de Longueuil, donc la moitié de Longueuil, il y a eu 1000 nouveaux citoyens canadiens. Des gens qui ont reçu leur citoyenneté, là, qui vont voter à la prochaine élection. Alors, il faut parler à ces gens-là d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis de l'école qu'il faut en parler. Alors, nous, on organise, à chaque année, j'organise une cérémonie de citoyenneté québécoise. Ça reste symbolique. Mais je les invite, parce qu'évidemment, on a le coordonné, ces gens-là. On les invite à une cérémonie. Puis là, je leur remets des drapeaux du Québec, l'iris versicolore, qui est le symbole du Québec. On chante des chansons, on chante Gens du pays, tout le monde ensemble. Je leur parle du Québec, je leur parle de la survie du français, comme quoi ça les concerne. Ils ont fait des efforts depuis des années, les gens, pour apprendre le français. Mais écoutez, le français est menacé au Québec. On est 3 de parlants français dans la grande Amérique du Nord. Il faut que tous les Québécois se mobilisent pour la survie du français. Parce que la survie du français, c'est quoi? Se battre pour le français au Québec, c'est se battre pour la survie de toutes les petites cultures à travers le monde. Contre le rouleau compresseur anglo-américain, appelons-le de même, et les GAFAM et tout ça qui font en sorte que cette culture-là, une espèce de culture uniformisée, est en train de se répandre partout. Le combat du Québec français, ça concerne toute la diversité du monde entier, qu'on trouve belle, que tout le... Moi, je pense que ce discours-là, auprès des gens qui débarquent, peut-être de plus petits pays, qui veulent conserver, puis il y en a une bonne partie qui se disent québécois là-dedans, mais qui veulent conserver dans leur cœur une partie du pays, puis des traditions, puis des histoires qu'ils ont amenées avec eux. Et moi, je pense que ce discours-là n'est pas incompatible du tout. Non seulement ça, mais que ça va les toucher quand on leur parle comme ça. Moi, ce que je te demande, c'est d'embarquer dans ce discours. Bien sûr que le mouvement indépendantiste est né de la petite communauté francophone d'il y a 400 ans qui est débarquée ici, qui s'est fait conquérir par les Anglais, puis qui a eu la misère à survivre pendant 200 ans, puis là, il y a une ressurgence depuis 50 ans de ce mouvement-là de dire on est en train de disparaître. Alors, si on ne se donne pas les outils d'un État, dans 50 ans, on ne parlera plus français ici. Et cette petite culture qui a réussi à survivre depuis 400 ans, elle va juste disparaître, et c'est une perte pour toute l'humanité. Moi, je pense que ce discours-là peut porter auprès des gens des communautés culturelles. On les convaincra pas toutes, on les convaincra pas toutes. Mais moi, je pense qu'il y a moyen d'en chercher une bonne partie. Puis malheureusement, les francophones, ils sont pas tous pour non plus notre discours. Puis on parlait des jeunes tantôt. Fait, à mon avis, il faut en chercher une partie. Là. Mais c'est évident, Denis, c'est évident. Puis, je veux dire, moi, je suis content qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. C'est-à-dire que je vois bien que tu fais partie de ce mouvement-là j'oserais jamais dire que t'es naïf. T'es pas naïf. Par contre, tu le sais que on n'est pas loin du rêve, là, OK? On n'est pas loin de l'utopie. Puis c'est correct parce que moi, je suis un indépendantiste, puis moi aussi, je suis pas trop loin du rêve. Puis je trouve que t'es pas l'utopiste aussi. C'est ça, voilà. Donc, moi, j'essaie d'être plus dans le concret, mais on a besoin de gars comme toi, on a besoin de filles comme toi, on a besoin de gens qui parlent à ces gens-là. Puis, écoute, on verra. On verra bien. T'sais, il va falloir qu'on s'entende sur un discours. Puis je préfère qu'il y ait des gens qui essaient d'aller chercher ce vote-là qu'un scénario où il n'y a pas de ces gens-là qui essayent d'aller chercher ces gens-là. OK? Je te dis juste, soyons attentifs à ce que ça coûte des fois
de peut-être la contradiction. Parce qu'il peut y avoir des contradictions entre un discours plus progressiste et un discours qui est plus conservateur. Moi, je sais que les Québécois, dans l'histoire longue, ils réagissent lorsqu'ils sont menacés de disparaître. Okay? C'est comme ça qu'ils se mobilisent. Donc, peut-être que les deux discours se contredisent, peut-être. On verra. On n'est pas encore rendu là, mais c'est le temps d'entamer ces discussions-là quand même. Rémi, malheureusement, l'heure achève, ça passe vite. Je suis vraiment très content de notre discussion. Là. Vraiment, c'était vraiment. On reprendra ça. Mais attends, avant de finir, je fais souvent, je demande aux gens, à mes invités, de me faire un pitch indépendantiste. 1 minute, pas 20 minutes, là. 1 minute. C'est 40 secondes. Tu sais, aujourd'hui, pourquoi tu penses, toi, Rémi Villemur, que c'est important que le Québec se donne tous les pouvoirs d'un État? Moi, je trouve que l'un des personnages les plus intéressants du mouvement indépendantiste, un personnage dont on parle très peu, c'est Camille Lorrain, qui était un psychiatre. Camille Lorrain, là, lui, il est devenu indépendantiste après des années de pratique, de clinique, à recevoir des gens dans son bureau, des gens qui avaient un mal-être profond à l'intérieur de leur ventre. Puis il n'était pas capable de dire c'était quoi parce qu'il pensait au début que c'était des gens qui souffraient comme il y en a dans toutes les sociétés, jusqu'au jour où il a compris que ces gens-là, il leur manquait quelque chose. Et il s'est lancé en politique. Et l'évêque lui a dit en 1976, faites-moi une loi, réglez-moi ça, docteur. Et lui, il avait compris que dans la psychiatrie québécoise, il manquait pas juste une loi qui faisait rayonner le français, il manquait le pays. Et aujourd'hui, moi, j'en rencontre de ces gens-là à qui il manque quelque chose. Pas des gens juste qui souffrent d'une rupture ou d'un mal qui est un mal qu'on retrouve dans n'importe quelle société. Il manque quelque chose dans l'être collectif québécois. Puis on est déjà avec ce qu'on a comme petit morceau de liberté, on est à peu près les meilleurs dans toutes. Moi, je regarde aux derniers Jeux olympiques, on a rapporté plus de médailles, les Québécois, au prorata de la population que qui? Que les Américains. Okay? Plus de médailles que les Américains au prorata de la population. Et on n'est pas encore un pays. Donc, le jour où on va être un pays, on va régler ça, cette espèce de morceau-là qui nous manque de notre être collectif. Et honnêtement, j'ai quasiment peur de nous, parce qu'on pourrait devenir la société la plus winner sur la Terre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Hey, merci infiniment, Rémi Villemur. Merci, David. C'était vraiment très, très, très intéressant. Au plaisir. Plaisir. Bye. À bientôt.